Salut à tous, je suis content de te retrouver. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est comment on peut se soigner d'une manière différente. Comment on peut mieux se soigner. Bien que nous vivons dans un continent où on soigne énormément de personnes, je me pose quand même cette question, par curiosité. Alors tout ce que je vais te dire et échanger, ce n'est pas pour remplacer une médecine, ce n'est pas pour remplacer la médication, mais je le vois plutôt comme un complément, ou voir un booster ou un accélérateur de ce qu'on peut faire. En plus, je me suis longtemps inspiré de l'épigénétique. Qu'est-ce que c'est l'épigénétique? Quand tu vas dans un laboratoire, et les biologistes ils le savent, le meilleur moyen de soigner une cellule ou de la rendre malade, c'est de lui changer de milieu, de lui changer son environnement. Par exemple, quand tu prends une cellule cancéreuse et que tu la mets dans une cellule, dans un milieu de cellules saines, cette cellule cancéreuse va se soigner. Et inversement, quand tu prends une cellule qui est plutôt saine et que tu la mets dans un milieu de cellules cancéreuses, à son tour, cette cellule va devenir cancéreuse. Et ça reflète beaucoup notre société. Ça veut dire qu'en fonction de milieu où tu te trouves, il y a plus de chances que tu peux te soigner, ou inversement, dans un milieu qui est plutôt toxique, tu peux être de moins en moins bien. Tu comprends ce que je veux dire? Alors attention, ce n'est pas parce que tu nais dans un milieu défavorable que tu es condamné, parce qu'il y a plein de gens qui ont une vie excellente malgré l'endroit défavorable, mais c'est sûr que les probabilités sont un peu plus fortes. Donc où je veux en venir? Vu que notre corps est composé quasiment de cellules, mais aussi de microbes, j'ai envie de dire, il y a plus de microbes d'ailleurs dans notre corps que de cellules, mais ce que je veux dire, c'est que nous, nous dépendons de l'environnement où nous nous situons. C'est-à-dire, nous dépendons du mouvement qu'on fait. Chaque personne, dans chaque environnement, on dépend du mouvement qu'on fait. C'est-à-dire quelqu'un qui bouge, il a forcément plus d'énergie que quelqu'un qui est sédentaire. Si tu t'inscris à un groupe de marche, tu te mets dans un environnement qui est beaucoup plus favorable pour marcher, pour bouger. Tu comprends? Que si tu te mets dans un milieu avec que des gens qui jouent à l'ordinateur, attention, je ne critique pas, c'est peut-être, t'as forcément des besoins quand tu joues à l'ordinateur, c'est bien, mais c'est pour te faire comprendre. Qu'est-ce qui influe sur notre environnement? Il y a l'hygiène de vie. Forcément, tout ce que tu manges et le sommeil a de l'impact sur notre corps. C'est-à-dire quelqu'un qui mange sainement et qui a un bon sommeil, il a forcément plus d'énergie que quelqu'un qui fait l'inverse, qui fait la fête, qui se couche tard, qui dort très peu, et même qui est drogué ou alcoolique. Je prends des extrêmes, mais c'est pour te faire comprendre. Qu'est-ce qui dépend de notre environnement? L'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est en fonction de... Forcément, quand il y a des événements qui se passent dans notre vie, on a tous eu des vies différentes, des environnements différents, des événements qui sont passés dans notre vie, des souffrances différentes. Mais c'est surtout l'interprétation qui se passe. Que ça soit dans notre passé ou dans ce qu'on vit au jour d'aujourd'hui. L'interprétation, c'est quoi? C'est par le fait qu'il y a un événement qui se passe dans notre vie et qu'on prend différentes personnes, chaque personne va avoir une interprétation. Et donc, du coup, des émotions qui vont être différentes par rapport à ça. C'est pour ça que sur un même événement, il y a des personnes qui vont avoir des vies d'excellence et même être très heureux, même en rigoler de ça. Et inversement, des gens qui vont être en dépression par rapport à cet événement. Pourtant, l'événement est quasiment similaire. Tu comprends ce que je veux dire? Et en fait, en fonction de cet environnement, c'est-à-dire de comment on a bougé dans notre vie, de comment on a mangé, de comment on dort et de comment on interprète les choses dans notre vie, fait qu'on est tous différents. Tu comprends ce que je veux dire? Attention, ce qui est le plus dingue avec l'épigénétique, c'est pas parce que tu as pas bougé, ou tu as mal mangé, ou tu as mal dormi dans ta vie, ou que tu as des émotions désagréables, ou tu es de mauvaise humeur, tu as des croyances qui te limitent et te freinent,
que justement, grâce à l'épigénétique, tu n'es pas condamné. Tu peux inverser le cours. C'est-à-dire que même si tu n'es pas bien ou tu es bien dans un domaine, tu peux toujours l'améliorer. Parce qu'il n'y a jamais de limite. Sauf quand tu décides de t'en mettre. Et que tu te dis, c'est pas la peine, ça sert à rien. Les premières limites, des fois, c'est souvent soi-même. On s'en rend pas compte, hein, c'est inconscient. C'est pour ça que je t'en parle. Tu comprends ce que je veux dire? Sauf que avant, on avait un ancien modèle qui était beaucoup basé sur la génétique. Alors attention, la génétique, je suis d'accord, il y a une partie de ça. Surtout avec des gènes qui sont euh, héréditaires. Ça comprend 2% de la population. Avec des pathologies d'Eddington, des trucs comme ça comprend 2% de la population. Par l'épigénétique, aujourd'hui, on est en train de prouver de plus en plus que même si tes parents te transmettent un gène, l'activation du gène n'est pas forcément liée. En fonction de ce que tu fais, en fonction de l'environnement. C'est pour ça que tu peux avoir le gène, mais soit en fonction de ce que tu fais, le gène va se modifier, le codage génétique va se modifier, ou il va rester, mais par la biochimie de ton corps qui va se passer, tu vas changer. En fait, c'est comme je me suis inspiré, enfin c'est Bruce Lipton qui dit ça, qui est un grand scientifique de l'épigénétique. Il disait que, en fait, c'est comme si tu avais des clés, tu as un trousseau de clés qui comprend ton code génétique, d'accord? Et que tu la laisses dans la voiture. Du moment que tu la laisses dans la voiture, du moment que personne casse ta voiture ou fait une infraction et met on va dire, la clé dans la voiture et démarre, tant que personne active ce gène, la voiture, enfin, en tout cas, le code génétique n'est pas activé. C'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui ont on va dire, des codes génétiques avec des pathologies qui sont pas activées. Et au bout d'un moment, ils créent une pathologie, ils créent un truc, parce que le codage s'active. Mais c'est bien souvent en fonction de l'environnement et ce qui s'est passé. Alors, il y a des gens qui vont me dire qu'ils vont pas être d'accord, je le comprends. Parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, mais j'ai une maladie qui s'est déclenchée, un cancer qui s'est déclenché, et pourtant rien s'est passé. Bien souvent, alors attention, je ne peux pas dire à 100% parce que à 100% ça n'existe pas, mais quand j'interroge les gens qui ont eu un cancer, bien souvent il s'est passé un truc dans l'environnement. Soit parce qu'ils ont eu un décès, soit parce que il s'est passé un truc familial très lourd, avec un héritage, des trucs, un sentiment d'injustice très profond, la perte d'un enfant. Il y a eu des choses, ou une peur extrême. Il y a eu des choses qui sont passées. Attention, je ne peux pas dire que mon expérience, parce que j'ai interrogé les gens, j'ai parlé, je les ai surtout écoutés, ce que beaucoup de personnes ne font pas, heureusement je trouve, dans la médecine. Mon expérience n'est pas assez forte, même si je sais qu'il y a d'autres personnes qui partagent mon point de vue, mais je trouve que c'est important de mettre le doigt dessus. C'est que pourquoi, et c'est pour ça que cette question, elle me devient limite obsessionnelle, c'est pourquoi des choses qui sont, on va dire, dans notre code génétique, s'activent d'un coup. En fait, c'est ça la grande question. Je vais te parler d'un truc qui est plutôt dingue. C'est une chercheuse canadienne. Cette chercheuse, en fait, elle a prouvé scientifiquement qu'en fonction de ce qu'on vit, ça peut s'inscrire dans notre patrimoine, dans notre génétique, par l'environnement. Elle avait suivi des personnes qui ont vécu des agressions dans leur vie. OK? Et en fonction de ce que la personne a vécu, ça pouvait se transmettre jusqu'à 5 générations. Elle avait suivi une personne, un enfant, qui avait vécu un inceste dans une famille. Cet enfant, il y a eu une cicatrice dans le code génétique. OK? Et le plus dingue, c'est que la mère qui a, on va dire, su, mais sans le manifester,
elle a su cet inceste, a eu aussi une inscription dans son gène. Et la plus grande cicatrice, elle n'est pas sur l'enfant qui a vécu l'inceste. Donc cette personne a eu un enfant, et c'est cet enfant qui a la plus longue cicatrice sur le codage génétique. Donc en fait, ça veut dire quoi? Enfin, moi, je fais cette interprétation, ça reste mon avis personnel. C'est en fonction de ce qu'on a vécu, vu que notre corps est fait beaucoup plus pour survivre, en tout cas notre cerveau est fait plus pour survivre que pour être heureux. En fait, comment dire, le fait de transmettre ce codage génétique, ça permet de dire en fait, fais attention. J'ai vécu ça, fais attention à toi. Donc certains le disent comme un fardeau, mais je pense que sur des générations suivantes, ce codage peut changer en fonction de l'interprétation qu'on peut lui donner à cet événement. Certes, qui est dégueulasse, je le reconnais, mais il y a des gens qui ont vécu des choses pires que ça et qui ont une vie d'excellence parce qu'ils ont réussi à transformer cette expérience. C'était une parenthèse pour te faire comprendre qu'en fonction du milieu, on peut changer notre codage génétique ou notre biochimie et aussi le transmettre à nos descendants. Donc aujourd'hui, même si on pourrait parler de, je pense, que ce soit le mouvement, l'hygiène de vie, ou l'alimentation, avec le sommeil, ou même notre état d'esprit, je pense que ça mériterait une vidéo pour chaque. Et en plus même, on pourrait parler des heures ou des jours de ça. C'est sans fin. S'il y a un sujet qui te tient plus à cœur que d'autres, n'hésite pas à le mettre en commentaire. C'est avec plaisir que je pourrai y répondre. D'ailleurs, si tu aimes le contenu que je suis en train de faire, pense juste à mettre un j'aime. Ça prend 10 millièmes de seconde, ça valorise mon travail et en plus ça permet d'aider énormément de personnes. Comme toi qui es en train de regarder la vidéo, tu comprends? Tu vas te demander c'est qui ce jeune? Moi je m'appelle David Omar, je suis kiné-ostéopathe. Je soigne les douleurs de dos chez les patients qui ont tout essayé. Je les accompagne à distance pour qu'ils retrouvent une vie normale, tant sur le plan physique que mental. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai choisi, c'est l'alimentation. Il y a des aliments, une alimentation qui peut nous guérir, nous soigner, être de mieux en mieux. Et d'ailleurs, je vais prouver scientifiquement par des choses. Mais il y a aussi des aliments qui peuvent nous rendre malades. L'industrie aujourd'hui nous rend de plus en plus malades. Je vais parler de plein de choses. Et à la fin, je te donnerai mes conseils. Comment moi, qu'est-ce que je ferais à ta place? Bon, bien sûr, je parle à plein de personnes en même temps. Donc, c'est compliqué de faire du cas par cas. Mais je te dirai mon point de vue et comment j'agirai. Ok? Donc, qu'est-ce qui nous rend malade? Je vais te donner une liste d'ingrédients après que tu pourras regarder quand tu retournes ton paquet que tu vas acheter. Pourquoi? À quoi ça sert d'ailleurs le produit ultra transformé? Principalement pour l'industriel. Alors, déjà, pour réduire le coût, pour que ça coûte moins cher à l'industriel, pour du coup augmenter leur marge. Pour augmenter la conservation, c'est-à-dire que l'aliment va se conserver dans le temps plus longtemps, et donc du coup, éviter de plus en plus de déchets. Forcément, moins de pertes. À quoi ça sert? Pour principalement aussi que la texture, ils vont pouvoir la changer. Il y a des gens qui sont payés, ce qui est le plus dingue, pour avoir une texture qui soit meilleure, même le bruit. Il y a des gens qui sont payés pour avoir le bruit qui soit plus attractif possible, que ce soit des chips ou même, tu sais, les canettes de boissons soda, pour que rien que le bruit et quand tu le verses dans ton verre, ils sont payés pour ça. Le packaging, c'est-à-dire l'emballage, comment il soit le mieux designé pour que ce soit le plus... en tout cas, tu as envie de l'acheter. À quoi ça sert les produits transformés aussi? C'est quand tu vas le manger, pour que tu puisses le manger le plus rapidement possible. À quoi ça sert de le manger le plus rapidement possible? Ben, en fait, ça va ralentir ta satiété. Enfin, en fait, quand tu manges un repas normal, c'est-à-dire même avec du riz complet, des choses très complètes, des fruits, des légumes où il y a de la mâche,
même des légumes qui sont crus, par exemple, tu vas mâcher pendant longtemps. Donc en fait, pendant, on va dire, une vingtaine de minutes, quinzaine de minutes, 15-20 minutes, je dirais, à un moment donné, tu vas plus avoir faim. Parce que ton assiette, tu l'as mangée en 15 minutes. Parce que tu as mâché, tu as pris le temps, tu vois. Quand un produit transformé, ça se mange quoi? Allez, 2 minutes, grand max, tu vois. Donc ton cerveau, il n'a pas le temps de dire, attention, mon estomac, il est plein. Donc tu vas en consommer plus. Tu vas consommer beaucoup plus de quantité et du coup de calories pour être en satiété, ne plus avoir faim. Et c'est pour ça que du coup, tu consommes plus. Donc je vais te mettre une liste d'ingrédients. Désolé pour mon accent, ma prononciation, parce que des fois, ils ne sont pas évidents à lire. Je te les marquerai, d'accord, bien sûr. Je vais commencer par une liste qui va être, on sait qu'ils sont cancérigènes. Donc le premier, c'est les épaississants. Les épaississants, ça permet d'avoir une meilleure texture. Celui qui est cancérigène, c'est le cargénane. On sait qu'il est cancérigène. D'ailleurs, si tu le vois, évite d'en acheter. Donc si tu en prends un temps, fais-toi plaisir. Je suis pas là pour te condamner. Mais sur le long terme, c'est pas forcément bien. Ok? Tout ce qui est les phosphates. Quand tu vois phosphate, lysphosphate, évite. Tout ce qui est les sucres transformés. Les sucres transformés, c'est tout ce qui est les sirops de glucose et fructose. Quand tu vois sirop de glucose et fructose, n'en achète pas, s'il te plaît. Moi, si tu en achètes une fois, c'est pareil. Tu m'as compris, je vais pas me répéter. Mais en fait, c'est des dérivés de sucre. Forcément, ça coûte beaucoup moins cher aux industriels. Il y a tout ce qui est les huiles végétales modifiées. Donc, c'est les huiles végétales hydrogène, trans machin, là, transmassase. Attention. Désolé pour la prononciation. Mono et glycérine acide gras. Voilà, je te l'ai marqué parce que je l'ai sûrement mal dit. Il n'est pas facile à dire. Et bien sûr, les huiles du courant. Les huiles du courant, c'est du gros caca. Même il y a plein de industriels qui ont commencé à faire des études pour prouver que c'était bon, mais en fait, ils ont fait demi-tour, ils ont arrêté les études parce qu'en fait, il y a des choses qui sont pas bonnes du tout dans l'édulcorant. Ça envoie des informations déjà à notre cerveau qui dit qu'il y a du sucre alors qu'il n'y en a pas. Je te garantis, c'est pas bon, c'est pas bien. Donc si tu en prends un, oui, mais quand tu commences à vivre avec et dire que c'est bon, c'est pas bon. C'est pas bon l'édulcorant. Ce qui est le plus dingue, c'est que par exemple, si je te donne un carré de sucre, tu vois, si je te donne un carré de sucre, je te dis, vas-y, mange-le. Tu vas me dire, ok, David, je te fais plaisir, je le mange, le carré de sucre. Est-ce que tu t'es régalé? Bien sûr que non. Je te demande d'en prendre un deuxième, un carré de sucre, qui fait 5 grammes quand même. Tu te rends compte, 5 grammes. Tu vas me dire, là, désolé, je t'apprécie, David, mais non merci, je passe mon tour. Et ce qui est normal. Pardon, je vais poser mon papier. Je couperai pas, on va le laisser, on est entre nous, hein. Je vais pas le couper au montage, ok? Et bien sûr que c'est dégueulasse de prendre le deuxième carré de sucre. C'est dégueulasse. Moi, je te dirais non. Bien sûr que c'est dégueulasse. Et ce qui est le plus dingue, c'est quand tu prends une boîte de cookies, ou une boîte de pépito, ou je sais pas quoi, de brownies, là, et que tu arrives à tout te bouffer, quand tu comprends que dans un cookie, je sais pas combien il y a de grammes, je crois qu'il y en a 5 grammes ou 8 grammes, je sais plus, et que tu arrives à te filer une boîte de cookies, et là, il y a bien plus que d'un paquet de carrés de sucre, là, hein. Tu comprends ce que je veux dire? Tu arrives à te bouffer une boîte où il y a je sais même plus combien de carrés de sucre dedans, et pourquoi c'est facile? Pourquoi c'est tant facile de manger autant de sucre? C'est parce que il y a une chimie dedans. Il y a une chimie qui fait que pour que tu consommes énormément de sucre, l'industriel fait exprès pour que tu bouffes énormément de sucre. C'est par cette biochimie que c'est facile. C'est dérivé de machin, dérivé de sucre, de bidule. Le packaging est fait aussi. La texture du produit, tout est fait pour que tu consommes en fait.
Je suis désolé de te l'apprendre, hein. Moi, quand je l'ai appris au début, c'était vrai que ça faisait bizarre. Donc forcément, quand tu tournes ton paquet et que la liste est plus réduite, oui, c'est un tout petit peu plus cher, mais c'est quand même mieux pour ta santé. Ou en tout cas, moi, je privilégie ça. Est-ce que je m'interdis de pas manger, de me faire un plaisir de temps en temps? Mais j'essaye, quand je me fais plaisir, de prendre des choses où il y a une liste qui est quand même un peu plus réduite. Ou en tout cas, il n'y a pas les ingrédients euh, que je t'ai cités. Attention, c'est personnel, chacun a le choix, chacun fait comme il veut et comme il peut, d'accord? Moi, dans ma jeunesse, on m'a souvent mis tu sais, les paquets de céréales où on disait que c'était bon pour la santé, alors que franchement, tu tournes, quand tu tournes le paquet, il n'y a rien qui est bien. Et des fois, le premier ingrédient, c'est le sucre. Ça veut dire que avant le blé, avant on va dire, ou le, le blé, ou même des fois c'est le maïs qui est le premier céréale, c'est le sucre. Quand tu lis, quand tu retournes le paquet et que tu vois le premier ingrédient, en fait, le premier ingrédient, c'est ce qu'il a où il y a le plus. Et après, il y en a, c'est-à-dire que le dernier, c'est là où il y a moins de quantité. Donc, le premier ingrédient, c'est le sucre, bah, en fait, c'est le sucre. C'est-à-dire qu'il y a plus de sucre que d'autres choses. C'est ça qui est le truc dingue. Tu comprends? Donc, mon discours, c'est pas pour te dire c'est pas bien ou bien ce que tu fais. On fait tous de notre mieux. Je suis juste là pour te faire prendre conscience des choses qu'on ne dit pas. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, à partir de maintenant, je vais te parler de plusieurs manières de se soigner. On va dire une qui est la moins connue et qui est la plus critiquée, c'est le jeûne. Attention, je ne conseillerais jamais personne de faire du jeûne, d'accord? Je pense que ça demande d'être encadré, ou même, je te conseille si tu veux faire ça, de commencer par d'autres choses qui sont bien plus simples, comme des jeûnes intermittents, ou voire manger vegan, faire des monodiètes, ou des fois il y a des personnes qui mangent par exemple, que du raisin ou des diètes, tout simplement, en fait. Bref, le, le jeûne, si tu es anorexique, si tu fais des insuffisances rénales, si tu es enceinte ou tu allaites, je te le déconseille. Ou en tout cas, je conseille de se faire encadrer par le jeûne. C'est bien plus intéressant, ok? Mais je te parle du jeûne. D'ailleurs, je vais te donner des études de jeûne, mais je vais te montrer la puissance du jeûne. Donc, une étude qui a foutu complètement le bazar, c'est une étude de M. Walter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des souris qui avaient le cancer. Le but de l'étude était quoi? De les faire jeûner pendant un laps de temps. L'idée était, et si le jeûne pouvait protéger les souris de la chimiothérapie? C'était ça l'hypothèse de départ. Sauf que, non seulement ça a protégé les souris de la chimiothérapie, c'est-à-dire qu'elles étaient bien, mais en plus de ça, ça a encore amélioré la chimiothérapie. C'est-à-dire que la chimiothérapie était beaucoup plus efficace sur les souris qui pratiquaient le jeûne. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une étude qui était plutôt récente. C'est une étude expérimentale, c'est pour ça qu'elle est critiquée. On devrait la faire sur beaucoup plus de personnes pour en tirer une conclusion. Mais pour moi, c'est une superbe étude. Ils ont pris 101 personnes qui étaient en phase terminale. Ça veut dire, c'est quoi la phase terminale? C'est un cancer où on leur a dit, ben, il vous reste 6 mois à vivre, X temps à vivre. Donc, non seulement ils ont des douleurs par rapport à ça, mais psychologiquement, ils sont pas bien. Je suis désolé de te le dire, si tu ne sais pas au courant, mais tout être humain, quand tu lui dis tu vas mourir, ben moi je serais pas bien. Tu comprends? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette étude? Au début, ils voulaient faire jeûner ces personnes. Sauf que les personnes ils se disaient, ben moi je suis quand même j'ai un cancer, j'ai besoin de manger. D'accord? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une diète imitant le jeûne. C'était quoi? Ben en fait, c'est on leur faisait manger très très peu. Genre 300 calories, qui est pas grand-chose. 200 ou 300 calories.
D'accord? Donc c'était quelque chose qui imitait fortement le jeûne. OK? Ils les ont fait jeûner, je crois, 12 jours, si je dis pas de bêtises. Et ce qui est le plus dingue dans cette étude, c'est que non seulement ça les a amélioré leur état, ils étaient de mieux en mieux, mais 5 personnes sont guéries définitivement du cancer, dont des personnes qui avaient des métastases et des cancers très agressifs, ils étaient guéris. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Quand ils ont commencé à étudier les cellules cancéreuses avant, après le jeûne, ce qui est le plus dingue, c'est que après le jeûne, dans les cellules cancéreuses, il y avait des lymphocytes T. Lymphocytes T, c'est quoi? C'est grâce à elles qu'on a énormément d'immunité. En fait, ça accélère tous les anticorps, toute la grosse artillerie pour combattre quelque chose. Ça peut être une infection, ça peut être un virus, ça peut être n'importe quoi, comme une cellule cancéreuse. Donc ça veut dire que les personnes qui jeûnaient, il y avait énormément de lymphocytes T, comme si le corps voulait se débarrasser de ça. Tu t'en rends compte? Juste avec du jeûne. Alors qu'avant, le jeûne, il n'y avait pas de lymphocytes T dans les cellules cancéreuses. En fait, pourquoi on est fait pour jeûner? Je vais te répondre par rapport à ça. Parce que nos ancêtres, les plus lointains, les Homo sapiens, donc ça date de plus de 200 000 ans. 200 000 ans, en fait, c'est programmé, on va dire, en nous, c'est inné. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos ancêtres, ils étaient habitués à chasser, à cueillir des choses. Ça veut dire qu'ils étaient capables de, pendant plusieurs jours, de traquer des animaux ou de cueillir des choses. Pendant plusieurs jours, ils étaient capables de pas manger. Parce que la nourriture n'était pas abondante comme nous, en fait. Eux, ils n'avaient pas un frigo. Ils n'avaient pas un frigo et dire, tiens, je vais manger un petit truc. Non, eux, pendant des jours et des jours, ils étaient capables de pas manger, donc de jeûner. Et en fait, le fait que pendant plusieurs jours, ils ne devaient pas manger, leur musculature, ils devaient avoir une bonne musculature pour pouvoir continuer à chasser. Et ils devaient avoir, bien sûr, un cerveau efficace pour pouvoir traquer et prendre les bonnes décisions. C'est pour ça que quand tu jeûnes, tu es capable de avoir une lucidité et tes muscles qui sont capables de te permettre de bouger ou même de survivre. Tu comprends ce que je veux dire? D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite sur ça, sur les muscles. Donc, les personnes qui font du jeûne, on a pris 32 personnes. Sur ces 32 personnes, ils ont fait du jeûne. On a mesuré sous IRM, bien sûr, avant qu'ils jeûnent, pendant et après, pendant plusieurs mois, voire 4 mois, je crois. Mais alors qu'ils ont fait un jeûne de 12 jours, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises, 12 jours. Je te mettrai les études comme d'hab en bas. Ces personnes, non seulement sur l'IRM, il n'y a eu aucun changement sur la structure du muscle et sur la présence magnétique du muscle, c'est-à-dire que le muscle n'a pas changé du tout lors du jeûne ou après, voire plusieurs mois après. Et ils ont fait des tests à l'effort, donc l'effort maximal sur le muscle, ça n'a absolument rien changé. D'accord? C'est-à-dire que oui, pendant longtemps, et même on véhicule encore ce message, qu'il ne faut pas jeûner parce que ça détruit le muscle, ce qui est complètement faux. Je l'ai longtemps cru par ça, et celle-là, c'est prouvé. Donc certes, oui, c'est une étude sur 32 personnes, il faudrait les faire sur énormément plus de personnes, mais ça ne change pas. Pourquoi ça ne change pas le jeûne? Parce qu'en fait, on a besoin de muscles pour survivre. Notre corps est fait principalement pour survivre. Donc le muscle, et je l'ai testé, j'ai pas testé sur du jeûne, mais j'ai testé sur du jeûne intermittent. On me disait, ouais, fais gaffe, le jeûne intermittent, ça détruit les muscles. Je prenais du muscle. Je faisais du sport, je prenais du muscle. J'ai pris du poids. J'ai même pris du poids avec le jeûne intermittent. Alors oui, donc forcément, pendant le laps de temps, je mangeais un peu plus parce que je voulais prendre un peu plus de poids. Mais c'est, en fait, on véhicule des messages qui sont, je pense que les gens y croient, et moi je l'ai longtemps cru, parce que c'est des médecins qui le disaient,
Mais on est en train de prouver scientifiquement le contraire. Tu comprends? Donc, qu'est-ce qui se passe dans le jeûne? Si tu veux comprendre un peu, je vais t'expliquer de manière générale. En fait, dans notre corps, dans nos muscles et même dans le foie, on a un stock de sucre qui s'appelle le glucose. Entre 12 et 48 heures, en fonction des personnes, en fonction de ce qu'a mangé, en fonction de ce que tu as fait, forcément, ton stock va se réduire, ok? Passé ce laps de temps, on va dire entre environ 12 heures, tu vas avoir une aphagie et une cétose. Une aphagie, c'est quoi? C'est ton corps va créer un système où il va détruire les cellules qui sont, on va dire, mortes, ou en tout cas qui sont les plus faibles, pour pouvoir produire de l'énergie et voir les détruire. C'est pour ça qu'il y a personne, grâce à ce système-là, qui va avoir de moins en moins de cellules inflammatoires. La cétose, en fait, ça permet quoi? Ça permet que tu as du gras dans ton corps, et ce gras va être le carburant pour produire de l'énergie, pour ton cerveau, tes muscles et tes organes principalement. Il y a des hypothèses qui ont été faites sur le jeûne, il y a une étude pilote qui a été faite, une étude expérimentale, qui a été faite sur 21 personnes. Sur ces 21 personnes, ils ont mangé très peu pendant une journée pour commencer le jeûne. Après, ils ont jeûné pendant 24 heures et passé ces 24 heures, ils ont mangé une petite faible quantité de nourriture pour reprendre un cycle normal. Ils ont mesuré, qu'est-ce qu'ils ont mesuré dans le sang? Ils ont mesuré, attention pour la prononciation, l'acide arachidonique. Je vais l'appeler le AA. Et pourquoi ils ont mesuré ça? Parce qu'en fait, quand tu prends une aspirine ou un anti-inflammatoire, en fait, ça va agir sur ça. Et pourquoi ça va agir sur ça? Ça va augmenter ça pour réduire l'inflammation dans ton corps. Et en fait, il s'est avéré que quand tu jeûnes, ils ont jeûné un jour, hein, ces personnes, ça a augmenté cette AA dans ton sang. Ça a fait un peu le même effet que quand tu prenais un anti-inflammatoire. C'est pas un peu dingue ça quand même? Donc comment ça se passe dans ton corps en fait? Cette AA va être libérée par une membrane de nos cellules dans notre corps, d'accord? Et va être captée par, attention, l'inflammasome NLRP3. Chinois, qu'est-ce que c'est ce chinois? En fait, on a des macrophages. Les macrophages, c'est quoi? C'est un peu notre poubelle. C'est un peu notre défense immunitaire qui va supprimer, manger, on va dire, tout ce qui est mort, les cellules mortes, et des corps étrangers, des choses qui ne devraient pas être là, et qui vont être éliminées par les macrophages. C'est un peu notre poubelle, pour faire simple. Donc en fait, cette AA va être captée par cette membrane et va libérer de la cytokine. La cytokine, c'est principalement par ça qu'on va réduire notre inflammation. Donc, pour te l'imager, te le faire comprendre, c'est comme quand tu as, par exemple, un corps étranger, une menace, un virus, une bactérie qui ne doit pas être là. Qu'est-ce qui va se passer dans ton corps? Ou une blessure, tout simplement. La centrale, ton cerveau, on va dire que quelqu'un est sur les lieux, il repère un accident, donc une blessure, on va dire. La personne va appeler la centrale, qui est ton cerveau, et va dire « Je pense qu'il faudrait que vous envoyiez la police ou les pompiers sur les lieux de l'accident. » Qu'est-ce qu'il va faire ton cerveau? Il va envoyer, bien sûr, les pompiers, comment dire, les pompiers. C'est l'inflammasome NLRP3, donc les macrophages. À partir de là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire « Ouh là là, on a besoin de renforts, on a besoin des soldats. » Et c'est à partir de là, la cytokine va rentrer en jeu pour la grosse artillerie, la grosse immunité pour pouvoir combattre ça. C'est grâce à ça qu'on évite les septicémies et les choses comme ça. Ok? Donc quand ça devient chronique, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Ben c'est soit il y a on va dire, trop de soldats, il y a trop de défense immunitaire,
qui fait que il va avoir un peu comme des dégâts collatéraux. Il y a des tissus qui vont être lésés et qui vont, normalement ne devraient pas être lésés. Soit c'est répété trop dans le temps. C'est-à-dire que des fois, il n'y a plus rien. Mais au cas où ton cerveau, au cas où qu'il y ait un problème, il va envoyer la grosse artillerie lourde alors qu'il n'y a rien. Et ce qui va créer une inflammation chronique. Donc en fait, quand tu vas jeûner, ça fait un peu comme un reset. Enfin, dans le but des études, hein, bien sûr. Ça fait un peu comme un reset. Ça va en fait un peu comme le médiateur. Le AA, en fait, c'est le médiateur entre les pompiers et la police et les soldats. Ça va permettre de réguler ça. Et donc, du coup, réduire l'inflammation. Allez, assez parlé du jeûne, on va parler du jeûne intermittent. Les premières études qui ont un peu mis le bazar, c'est qu'ils ont fait ça sur des souris. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris 2 groupes de souris. Le premier groupe, ils ont mis de la malbouffe, en fait, mais pendant tout le temps. C'est-à-dire que les souris pouvaient manger quand ils voulaient, quand ils avaient envie. OK? Le deuxième groupe, ils avaient mis la même nourriture, sauf sur un laps de temps beaucoup plus court. Donc, ils ont fait du jeûne intermittent sur le deuxième groupe, mais avec la même nourriture, bien sûr. Et ce qui est le plus dingue, c'est que le premier groupe, on va dire, qui avait imité la malbouffe, et en plus, le fait de grignoter tout le temps, ces souris avaient non seulement créé du diabète, du cholestérol, des maladies, des pathologies cardiovasculaires, alors que le deuxième groupe, qu'on a fait le jeûne intermittent avec la même nourriture, elles étaient bien. Ouais, t'as bien entendu, elles étaient saines. Donc du coup, quand ils ont voulu continuer cette étude, ils ont dit, et si on prenait les souris qui avaient mal mangé, enfin on va dire mal mangé et qui mangeaient quand ils voulaient, et si on leur faisait du jeûne intermittent, qu'est-ce qui se passerait? Et le plus dingue, hein, c'est que ces souris qui avaient le diabète, le cholestérol, machin comme ça, en faisant du jeûne intermittent et en mettant la même nourriture, ils se sont guéris. Donc, je suis pas là pour te dire, ouais, c'est bon, je peux faire du jeûne intermittent et mal manger. Tu peux, bien sûr. Mais je trouve que le jeûne intermittent, si tu fais un truc en plus, c'est-à-dire que tu manges un peu plus sainement, c'est vraiment un grand booster. C'est vraiment un super outil je pense, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, sauf bien sûr si tu es une femme enceinte et tu allaites. Les enfants, bien sûr, je le déconseille. Mais je trouve que le jeûne intermittent, c'est un super outil. Une étude sur les polyarthrites rhumatoïdes. Chez les patients qui ont généralement des grosses inflammations, des douleurs inflammatoires, souvent ils ont des articulations qui vont gonfler, qui sont de l'œdème, et ils ont beaucoup de raideur, etc. Donc en fait, ils ont fait dans une cure, d'accord? Donc on leur a contrôlé ce qu'ils mangeaient. 26 patients qui ont été 26 patients contrôle, on leur a absolument rien fait. Et les 27 autres, ils ont non seulement fait du jeûne, donc pendant 7 à 10 jours, si je dis pas de bêtises, ouais. Et ils ont mangé végétarien pendant 1 an. Les personnes qui ont fait ce régime-là, ils ont eu une diminution des douleurs, une diminution de leur raideur, une diminution, une augmentation des amplitudes. Ils ont une plus de force musculaire et ils ont une diminution de la CRP. La CRP, c'est le marqueur, quand on fait une analyse de sang, qui marque l'inflammation dans ton corps. Donc, l'alimentation a eu de l'impact sur, sur tout ce qui est rhumatisme. Voilà, je vais y arriver. Pardon. Donc, je vais te parler d'une étude qui a été faite sur les diabètes de type 2. On a pris 75 personnes. Ça a été fait en 2023, cette étude. On les a fait en 3 groupes. Le premier groupe qui va être le contrôle, c'est-à-dire qu'on n'a absolument rien fait, on leur a laissé tel quel ce qu'ils font d'habitude. Le deuxième groupe, on leur a fait un régime hypocalorique. On a réduit un peu cet apport calorique par un régime. Et le troisième, on leur a juste fait un régime intermittent. Un jeûne intermittent.
Donc, il mangeait ce qu'il voulait, mais il faisait un jeûne intermittent. Ce qui est le plus dingue, c'est que il n'y a pas de différence entre le régime hypocalorique et le jeûne intermittent. Non seulement les deux groupes ont diminué leur glycémie. C'est quoi la glycémie? C'est le sucre qui est dans ton sang. Souvent, les diabétiques, ils ont une grande glycémie. Mais non seulement, ils ont perdu du poids tous les deux groupes. Il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. C'est-à-dire que tu fasses un régime, ou que tu manges un peu ce que tu veux, avec un jeûne intermittent, ça avait les mêmes effets. Et du coup, je pense que si on mange sainement, alors en se faisant plaisir bien sûr de temps en temps, mais en faisant du jeûne intermittent, je pense que l'étude elle aurait été encore plus, on va dire, mieux. Enfin, ça veut dire plus favorable au jeûne intermittent. J'ai trouvé une étude sur le côlon irritable. Donc souvent, c'est les gens qui ont le côlon irritable. Non seulement, c'est des gens qui ont souvent des diarrhées ou des épisodes de diarrhée et puis de constipation. Et en fonction de leur alimentation, des fois, ça peut faire des crises, des spasmes. Enfin voilà. C'est pour te comprendre si tu n'es pas dans, si tu ne connais pas le côlon irritable, c'est ça. Ok? Pour te faire simple. Cette étude, ils ont fait pendant 10 jours de jeûne intermittent. 36 patients ont fait du jeûne intermittent et 22 personnes ont fait, on appelle ça le groupe contrôle. Ils ont absolument rien fait. On va dire, les symptômes ont été améliorés, que ce soit la diarrhée, les douleurs, ont été améliorés de 7 sur 10. 7 sur 10 ont eu des améliorations, en tout cas sur les symptômes, la douleur, les diarrhées, etc. Donc je trouve que c'est super bien. Une bonne étude, comme on dit. Donc oui, toujours pareil, c'est pas une étude sur énormément de personnes, mais je trouve qu'on avance dans la bonne direction et c'est ce qui, grâce à ce genre d'études, qu'on peut faire des plus grosses études qui seront beaucoup moins critiquées. Je vais parler d'une étude qui a été faite sur les souris, sur l'Alzheimer, pardon. Ils ont pris des souris qui avaient l'Alzheimer. Ils ont fait deux groupes, d'accord? Un groupe où ils ont rien fait et un groupe où ils ont fait du jeûne intermittent. Ok? On leur a montré à chaque fois, il y avait une plateforme, c'est-à-dire où il y avait de l'eau, ok? Et on leur montrait aux souris où était la plateforme, c'est-à-dire se mettre à un endroit où elles pouvaient se reposer, d'accord? Où il n'y avait pas d'eau, petite plateforme. Sur les deux groupes, on leur montrait à chaque fois de faire le test. Les souris qui étaient Alzheimer mettaient énormément de temps avant de trouver la plateforme. Les souris, où on leur pratiquait le jeûne intermittent, trouvaient de plus en plus rapidement la plateforme. Donc, c'est une étude expérimentale où il faut pousser beaucoup plus. Mais je pense que l'alimentation pourrait avoir de l'impact, ou en tout cas, faire des choses sur l'Alzheimer. On ne peut pas, attention, c'est des hypothèses, ça va être confirmé par des plus grosses études, mais je trouve que c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses. Allez, assez parlé d'études. Qu'est-ce que je ferais à ta place? Le plus important, c'est non seulement de te rappeler que le jeûne, comme il y avait une étude sur les muscles, ça ne détruit pas tes muscles. Ça ne détruit pas tes muscles. D'accord? Et non seulement ça favorise tes connexions neuronales. Rappelle-toi avec les souris. Parce que quand nos Homo sapiens, ils étaient capables de jeûner pour pouvoir chasser, avoir les meilleures idées. Et si tu n'as pas de muscles et tu n'as pas ce système d'intelligence qui est fait, on n'aurait pas survécu. D'accord? Donc, ce que je te conseille, ça dépend de ton objectif. Est-ce que c'est par rapport à des douleurs? Est-ce que c'est par rapport à des pathologies? Est-ce que c'est par rapport parce que même quand tu es bien, tu vas l'être encore mieux? Ça dépend de ton objectif. Ok? On est tous différents. Je vais te parler de différentes formes que tu peux faire. Par exemple, on va commencer par le jeûne. Le jeûne, déjà non seulement si tu es une femme enceinte, si tu allaites, si tu es un enfant, si tu as une insuffisance rénale, tu es anorexique, je te le déconseille. Même de manière générale, je le déconseille à tout le monde. Je pense qu'il y a des choses plus simples à faire, que je vais parler après, avant de commencer pour ça. Les différentes formes, c'est le jeûne. Il y a le jeûne sec, c'est-à-dire le jeûne sec, c'est tu ne bois pas d'eau et tu ne manges pas. D'accord?
il y a le jeûne hydrique, c'est-à-dire que tu peux boire de l'eau pendant que tu jeûnes. Et c'est celui qui est fait, on va dire, le plus. Et il y a la diète qui imite le jeûne, c'est-à-dire que tu vas pouvoir manger des petits potages, des petites choses très légères qui sont, on va dire, entre 200 et 300 calories pour pouvoir imiter ce jeûne. Ok? Dans tous les cas, pourquoi les gens disent que c'est dangereux? Parce qu'en fait, tout simplement, c'est la phase où tu commences le jeûne et quand tu sors surtout. C'est quand tu sors qui est le plus important. Quand tu sors du jeûne, c'est-à-dire que tu manges, que par exemple, tu t'arrêtes de manger pendant un jour ou X temps, vu que t'as 10 minutes à glycémie, si tu commences à manger un steak frites, alors tu vas pas manger pendant X temps, c'est là que c'est dangereux. Parce que tu passes de 0 à un truc qui est hyper calorique. Et c'est là que c'est dangereux. Il y a des gens qui même qui peuvent en mourir. D'accord? Donc quand tu sors du jeûne, ce qui est important, c'est que tu manges des choses très légères. Juste des petits légumes, tout simple. Ou voir un bouillon de légumes. Pour que tu puisses reprendre petit à petit une alimentation normale. D'accord? Il ne faut jamais manger d'un coup des choses très riches alors que tu as jeûné pendant X temps. C'est pour ça que c'est dangereux. Ok? Et c'est pour ça que je t'en parle. Donc, renseigne-toi sur le sujet si tu as envie, mais moi, je ne te le conseille pas. Ok? En tout cas, fais des choses simples. Et après, pourquoi pas, quand tu es plus à l'aise, et même te faire encadrer, y aller. Ok? Qu'est-ce qui est intéressant à faire? C'est le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, par contre, je le conseille presque à tout le monde, sauf les enfants et les femmes enceintes et qui allaitent. Mais je pense que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Pendant le jeûne intermittent, il n'y a pas trop de règles, il y a pas trop, sur les études, on ne sait pas trop si c'est mieux 12 ou 16 heures. Mais généralement, tu dois t'arrêter de manger entre 12 et 16 heures. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu as fini de manger, ta dernière bouchée, par exemple, est à 20 heures. C'est-à-dire pendant minimum 12 heures, tu t'arrêtes de manger. Donc ton prochain repas, ton petit-déj, doit être à 8 heures. Ok? Donc soit tu arrives à manger 2 ou 3 repas pendant ton laps de temps où tu manges, d'accord? Soit tu en sautes un, c'est-à-dire que tu enlèves le repas du soir ou tu enlèves le repas du matin. Chacun fait comme il a envie. Il n'y a pas de règle sur le. Moi, ça m'arrive de faire du jeûne intermittent et de manger 3 fois dans la journée, hein. Et des fois, j'en mange que 2 fois. Tu fais comme tu as envie. Mais je trouve que le jeûne intermittent est un très bon outil qui est abordable à tout le monde. Ok? Qu'est-ce qui existe encore? Il y a les diètes, les monodiètes, les cures, tout ce qui est cure en fait. Tu peux même manger comme un vegan. C'est plutôt abordable à tout le monde. Les gens ils me disent ouais mais comment on fait? C'est dangereux tout ça. Est-ce qu'à ton avis un vegan est mort parce qu'il a mangé vegan? J'ai jamais entendu ça de ma vie. Ce qui est important quand tu manges vegan, c'est que quand tu es une part de céréales, une partie légumineuse. Légumineuse, c'est quoi? C'est des pois chiches, des haricots, machin, truc. Et les légumes. C'est-à-dire que quand tu as ça dans ton repas, tu as tout ce qu'il faut en apport protéines et en glucides, etc. dans ta journée. Donc oui, quand tu manges vegan, tu n'as pas très peu de créatine dans ton corps. C'est le seul bémol. Après, il y en a qui vont dire la B12, machin, truc. Oui, la vitamine B12 au pire. Mais la créatine, ça sert à quoi en fait? Ça te sert quand tu fais de l'explosivité dans ton corps. C'est-à-dire que tu vas faire des sprints, quand tu vas faire des hautes intensités dans ton sport. Qui en fait ça? Pas beaucoup dans la population, d'accord? Donc oui, si tu fais de la muscu, oui, si t'es sprinter, ben, pourquoi pas au pire prendre de la créatine en plus. Si tu veux manger vegan pendant X temps, tu peux, tu vois, il y a toujours des solutions. Tu comprends ce que je veux dire? Après, il y a tout ce qui est système de cure. Les cures, c'est tout ce qui est diète, monodiète, etc. Alors, le sujet est tellement long, il y a tellement de choses à faire, tu peux te renseigner sur le sujet. La monodiète, il y a des gens, par exemple, pendant une semaine, ils mangent qu'un seul fruit. Souvent, c'est le raisin quand ils font. Et, ce qui est important quand tu fais une diète ou une monodiète, une cure, d'accord, c'est que ton corps, il fait un peu comme un Nike. C'est-à-dire que tu es un peu fatigué au début, parce que ça te coûte de l'énergie dans ton corps, et après, tu es de mieux en mieux.
C'est au moment où tu es de mieux en mieux qu'il faut arrêter cette cure. D'accord? Faut pas la pousser. Parce que sinon, tu vas carencer les choses et c'est pas le but non plus. Donc, faut pas le faire pendant plusieurs mois. Ça n'a aucun intérêt. Ne fais surtout pas ça. Ça, c'est des choses que tu peux répéter dans le temps. C'est-à-dire que tu viens, hop, t'as la courbe qui commence à, tu es de mieux en mieux, tu t'arrêtes. Et tu le reprends si tu as besoin. D'accord? Tu peux le faire plusieurs fois dans l'année si ça t'intéresse. Ok? Euh, je pense que je t'ai donné plusieurs ébauches, plusieurs de manières de faire dans l'alimentation. Et il en existe tellement. Tu peux pousser, on peut aller tellement loin. Je te conseille de faire ce que toi, tu as envie de faire ou tu as en plus été intéressé. Je trouve que de faire du jeûne intermittent, c'est une superbe alternative. Pourquoi pas faire du jeûne intermittent et manger vegan? Tu peux combiner les choses. Il n'y a pas de limite. Tu peux faire même du jeûne intermittent avec une diète, une monodiète. Tu fais ce que tu veux. D'accord? Mais si tu fais une cure, ne pousse pas ta cure. C'est-à-dire une cure, tout ce qui est diète et monodiète. Je ne pousse pas ta cure, je le répète, je suis désolé de le répéter. Mais quand tu es bien, tu t'arrêtes. D'accord? Ok? Voilà, j'espère que ça t'a plu. Ce format, si t'intéresse, tu veux que j'en refasse des choses comme ça, ou des sujets que tu aimerais parler, n'hésite pas, mets-le en commentaire. Mets un petit j'aime si tu l'as pas fait, s'il te plaît, je te remercie de le faire. Non seulement ça me remercie déjà, ça me gratifie mon travail, mais en plus ça permet d'aider énormément de personnes, et c'est surtout ça en fait. Moi, ce genre de format, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il faut que je cherche partout des études, c'est des informations que je cherche un peu à droite, à gauche. Ça me prend beaucoup de temps. Donc j'espère que ça t'a plu. Et, j'espère que tu pourras mettre des choses en place. Surtout, c'est le but. Ce n'est pas non seulement pour te cultiver, mais c'est pour surtout que tu puisses passer à l'action. Donc, passe à l'action. Je te remercie de m'avoir écouté. En tout cas, tu peux même t'abonner si tu veux d'autres vidéos comme ça. On se retrouve sur les réseaux sociaux pour les autres qui me suivent. Je te souhaite de passer une excellente journée. Ciao!